Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ben voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Enfin, je suis un peu perturbée parce que j'attends un de mes invités qui viendra vous parler d'un ouvrage que j'ai écrit, mais qui concerne une commande qu'il a passée. Voilà. Donc vous le verrez tout à l'heure. Sur le plateau, je suis très heureuse d'accueillir deux écrivains. Je ne sais pas s'ils vont s'appeler écrivains ou écrivains, mais voilà, ils sont. Je les ai invités à venir nous parler de leurs livres, des livres qui sont un peu des récits de vie. Ce ne sont pas des romans, ce ne sont pas des livres, des essais, ce sont des récits de vie de deux Martiniquais qui nous racontent un peu leur enfance et leur trajectoire professionnelle. Et il y a beaucoup de, on va dire, de convergence. On retrouve parfois du style Rue Cazenègre, le type d'enfance, beaucoup la misère, beaucoup les tribulations, et puis une folle énergie de vivre, de surmonter les difficultés, des croyances. Un refus de se laisser abattre ou dominer par la fatalité. Sont vraiment, voilà, j'espère que vous aurez envie de les lire après les avoir écoutés. On va vous présenter donc les couvertures des livres. On va demander à Yannick de nous les mettre à l'écran. Donc il y a Les saveurs d'un congé bonifié, qui est écrit par Théodore Harry Boutrin. Bonjour, Monsieur Boutrin. Bonjour, Madame Smeralda. Voilà, heureuse de vous voir là. Vous êtes en vacances? Absolument. Voilà, et donc on en a profité pour que vous puissiez venir parler pour le mois d'août de cet ouvrage qui sera probablement une lecture de vacances aussi pour nos téléspectateurs, qui sait. En tout cas, il dépendra de vous de leur donner envie de vous découvrir et de lire votre ouvrage. Et puis, on a un deuxième ouvrage qui s'appelle « Turbulence et accalmie d'une existence ». Alors, c'est intitulé, c'est une autobiographie, ailleurs j'ai vu biographie, mais c'est un récit de vie. Ça aussi, un récit de vie écrit par donc Yvon Chémire. Bonjour, Monsieur Chémire. Bonjour, Madame Smeralda. Voilà, enchanté de vous recevoir aussi. C'est moi qui suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui. C'est formidable. Vous allez voir que Monsieur Yvon Chémire, c'est un battant, une personne qui ne se laisse pas et qui fait des coups de tête qui ont des conséquences assez extraordinaires dans sa vie. Et voilà, là aussi, j'espère que ce sera une lecture. En plus, vous voyez, ce sont des récits. On se plonge dedans facilement, on plonge dedans facilement dans les deux sens. Et puis, on a des... Comment dire ça? On s'identifie. Puisqu'on est en présence de gens et de récits, de trajectoires de vie qu'on a peut-être partagées, qu'on connaît. Et donc, on voit aussi comment les nôtres mettent en récit les vies qu'on a eues dans les campagnes, où l'extrême rapidité de l'urbanisation, de la réurbanisation qui a changé nos rapports aux gens, à la matière, à l'organisation, à l'habitat, etc. Donc tout ça, c'est intéressant à lire. Et peut-être qu'il faut effectivement, beaucoup de gens diront que c'est pas forcément de la littérature, etc. Mais en sociologie, des histoires de vie, on classe ce genre de récits si vous voulez, comme récit culturel, en fait. Ce sont des témoignages qui marquent un peu la vie d'une société, d'une communauté, et qui témoignent un peu de leur façon d'être, de vivre, et puis de régularité, ce que moi j'appelle des régularités. J'ai dit tout à l'heure que parfois on avait le sentiment d'être dans la rue Cazenègre, mais c'est que nous avons beaucoup, dans nos campagnes, vécu les mêmes vies, et puis mené les mêmes combats. Et donc c'est très important de
de lire, de voir comment on met en scène en fait ces villes, en dehors de ceux qu'avait fait Joseph Zobel, et puis d'autres. Il y a aussi un petit livre qui est très intéressant de Monsieur Larcher, qui a été écrit en 1901. Sur la vie de cette époque-là, et qui est vraiment un petit récit, mais malheureusement le livre n'est plus réédité, mais c'est vraiment un petit récit de vie de la Martinique du début du siècle. Donc c'est intéressant aussi à lire, parce que on voit tout ce qui a disparu. Il y a beaucoup de nostalgie dans vos récits aussi, hein, d'une certaine façon. Beaucoup de révolte dans celui d'Yvon, mais beaucoup de nostalgie dans celui de Harry Boutrin. Et donc on verra. Et puis le troisième ouvrage que je vous présente, c'est une comment on appelle ça, quand c'est la première fois qu'on l'expose en public, donc le public de Zouk TV aura la primeur de la sortie de cet ouvrage. Remarquez des deux autres aussi, hein. Donc 3 primeurs. C'est un ouvrage qui concerne Aristide Mauger, qui était maire du Gros Monde, et la mairie du Gros Monde a entrepris de commémorer les 50 ans de sa disparition, la ville du Gros Monde. Et donc cet après-midi, c'est monsieur le maire du Gros Monde qui viendra parler de ce livre que j'ai écrit en 2017 et qui ne sort malheureusement que maintenant. Vous voyez ? Voilà, donc on verra tout à l'heure, on aura monsieur Gilbert Couturier. Alors, voilà. Dites-nous d'abord, je sais que c'est la question qu'on pose de manière classique, mais pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire en plus les saveurs d'un congé bonifié, comme si le congé bonifié avait une saveur ou c'était important? Oui. Alors, au départ, si vous voulez, la démarche d'écriture, elle s'est faite progressivement. Mes enfants me questionnent très souvent sur la Martinique. Alors, j'y ai vécu les 20 premières années de ma vie. Je suis parti comme tant d'autres pour les études, en me disant que je reviendrais bien vite. Et puis finalement, pour plein de raisons, on s'installe là-bas et on y fait sa vie. Mes enfants sont nés là-bas, mais je leur parle souvent de la Martinique. Je leur raconte des petites anecdotes de mon enfance, de mon adolescence. Ils en rigolent bien. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur écrire une lettre qui resterait dans la famille. Ça m'aurait bien fait plaisir de retrouver un écrit d'un arrière-grand-parent qui me parle de son enfance. Je trouvais ça un petit peu cocasse. Et puis je me suis pris au jeu. Donc j'ai commencé ma petite lettre il y a presque 3 ans maintenant. En regardant les manguiers, les caramboliers comme ça, je trouvais le pays tellement beau et j'ai commencé ma description comme ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis mis à écrire, et puis il y a un questionnement plus profond qui s'est invité. J'ai envie de dire un questionnement identitaire que j'avais peut-être enfoui, auquel je ne voulais peut-être pas toucher pour plein de raisons. Et j'ai été fortement encouragé par mon épouse, qui a toujours cru en moi, et puis ma mère aussi. Et puis j'ai écrit, et puis ça a donné un manuscrit. Je l'ai présenté à mon professeur de français, que je n'ai plus Claude Josse, qui a écrit la préface, qui fut jadis mon prof de français. Et il a beaucoup aimé mon récit. Alors c'est un métropolitain qui n'est jamais venu en Martinique, et il m'a dit qu'il a eu l'impression vraiment de voyager et de découvrir le pays à travers mon récit. Et là, il m'a convaincu de le présenter à des éditeurs, et là, effectivement, c'est devenu un projet effectivement de livre à ce moment-là. Voilà, donc ça a été vraiment un cheminement très progressif. Et ça n'a pas toujours été simple, hein. Il y a eu des moments d'introspection, il y a eu des moments difficiles, parce qu'on ne s'improvise pas écrivain, hein. Je suis juste un auteur qui a écrit un livre. Mais j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'authenticité, sans tricher, vraiment, en me dévoilant, et puis avec toujours cette volonté effectivement de partager, et puis de me raconter, et à travers moi de rendre hommage à mon île natale, la Martinique, de rendre hommage à plein de personnes que j'ai côtoyées quand j'étais enfant. Voilà. D'accord. Mais je retrouve le même souci chez Yvon, celui de la transmission.
et puis du partage des expériences, de laisser quelque chose à sa descendance. Et je ne sais pas si c'est nouveau, mais tous les deux, vous dites que vous auriez aimé avoir eu, de la part de vos aînés ou de vos parents, de tels récits, en tout cas des choses qui marquent un peu la mémoire, hein, des temps forts. Et Yvon le dit très nettement, hein, dans son récit. Il y a vraiment, vers la fin du livre, malheureusement je l'ai lu sur Internet, sur mon ordinateur, donc j'ai surligné sur l'ordi, il faudrait que je puisse retrouver les pages, mais il y a vraiment un souci de transmettre, et ça c'est pour moi dans une société qui se délite, qui disparaît, dont les jeunes aussi disparaissent, puisque tous les deux vous avez fait une sorte de bilan à la fin, après avoir raconté vos vies, et bien vous avez fait une espèce de bilan qui est oui, j'allais dire plus politique, plus effectivement. Qu'est-ce que devient le pays? Qu'est-ce que deviendront les jeunes? Chez Yvon, on a vraiment la question du vieillissement, du fait que les jeunes partent et ne reviennent pas, qu'on voit que le pays change, etc. Et il y a tout un tas de questionnements. Alors, Yvon, la question de la transmission de la mémoire, c'est parce que vous pensez, vous, que votre mémoire, elle est en train de vous faire défaut? Pas exactement. Je commencerai par dire que au début, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire. Je voulais contester, je voulais dénoncer. Et petit à petit, je me suis aperçu que aller vers une autre démarche pour dénoncer, ça prendrait du temps. Ça me coûterait de l'argent. Et pas forcément pour des résultats positifs. Et je me suis retourné en fait vers l'écriture en me disant que on peut facilement dire ce qu'on a à dire très rapidement et le faire savoir. Donc, je suis parti du constat que j'avais quelque chose à dénoncer. Et puis, au fil du temps, je suis parvenu au résultat qu'il fallait que j'écrive. Écrire, c'est plus... On aboutit plus facilement on atteint plus facilement ses objectifs. Encore faut-il savoir le dire, trouver les bons mots, trouver les bonnes phrases. Et c'est ce que j'ai essayé de faire de façon simple, avec des mots simples, pour dire ce que j'avais à dire. C'est ce que dit Harry, que écrire, c'est pas simple. Et que c'est vrai que c'est un exercice qui était extrêmement exigeant, et beaucoup des nôtres qui ont des livres entre les mains ne s'imaginent pas les souffrances de ceux qui ont à écrire, surtout pour une première fois, parce que on n'a pas la technique, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment faire, et même les gens qui vous corrigent ne corrigent pas tout, ou bien ne vous disent pas tout. Parce que c'est difficile de dire à un auteur sans arrêt, recommence dès le début. C'est la manière de formuler, de dire tout ça, ça va pas. Donc il faut, à force de travail soi-même et de réflexion ou de comparaison aussi avec les livres qu'on lit, trouver un style à soi. Et c'est ça qui est important. Donc j'ai trouvé dans vos deux, puisque ce sont deux premiers écrits, j'ai trouvé beaucoup on va dire, de similitudes dans la façon aussi d'essayer de dire et de vous faire comprendre. Mais voilà, on sent que ça dit pas toute la profondeur de ce que vous avez envie d'exprimer. Mais comme ça, l'intérêt, quand on a vécu aussi dans ce pays-là, qu'on a un certain âge, on sait de quoi vous parlez, et on revit aussi avec vous ces souvenirs-là. Mais ce sont les réflexions de la fin de vos livres, tous les deux. On dirait que vous êtes concertés.
Hein? Tous les deux, vous avez écrit. Donc la question de la façon de raconter la vie et puis après de dire bon ben on va en tirer des leçons ou alors on va dire un certain nombre de choses au lecteur. Voilà, c'est pas seulement écrire dans la façon que vous avez choisi d'écrire, c'est aussi comme vous posez comme des personnes qui ont à transmettre un message à leur peuple, en tout cas à dire quelque chose qui concerne la construction même de nos gens, de nos peuples. Oui. Si je peux me permettre une remarque. Alors, écrire, c'est une chose, mais se dévoiler publiquement, c'est encore autre chose. Bien sûr. Et il a fallu effectivement que je réfléchisse beaucoup avant d'entamer un processus pour être publié, parce que je me disais, est-ce que tu as envie que tout le monde sache voilà, ce qui s'est passé, l'histoire de ta grand-mère, par exemple, ou ce qui se passait quand tu étais enfant, ta sœur qui est handicapée, etc. Est-ce que tu as vraiment envie de raconter cela? Et je me suis rendu compte que finalement, on a tous une humanité commune, on a tous une enfance, on a tous des valeurs, des idéaux. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui peut parler aussi à d'autres et qui peut peut-être aussi donner à certains l'envie de se raconter. Parce que je crois qu'une société d'auteurs ou d'écrivains, c'est une société qui progresse. Et je crois que c'est bien parce que ça suscite des débats, ça suscite des échanges. Et je trouve ça positif. Donc c'est ce qui m'a... Oui, une société dans laquelle il ne fallait pas dévoiler ses faiblesses, être justement, avoir un écran ou se présenter derrière un écran parce que justement, on a peur de la promiscuité, de la proximité, du macrélage, du qu'en dira-t-on. C'est cela. Et donc, vous, en faisant sauter ces barrières-là, vous commencez justement à restituer à notre pays sa petite histoire, celle que on peut appeler l'histoire domestique, c'est-à-dire ce qui fait véritablement le cœur d'un groupe humain, et un groupe humain qu'on connaît mal parce qu'on ne lui apprend pas son histoire, que les jeunes s'en vont sans rien savoir d'eux-mêmes et que les parents, au nom ou au prétexte que oui, c'est pas important, etc., ne transmettent rien, ils s'adaptent. Je crois qu'il y a l'un de vous deux, qui a un personnage comme ça, qui ne voyait pas l'utilité, ça doit être vous, l'utilité de transmettre la langue, etc., et donc il n'a jamais appris à ses enfants, ou c'est quelqu'un qui m'a raconté. Voilà, donc c'est important que nos histoires, nos petites histoires entre guillemets, sans que ça soit péjoratif, nos histoires de vie simplement, soient de plus en plus publiées. Yvon, vous vouliez dire quelque chose? Oui, pour continuer sur l'idée de monsieur, je crois qu'il faut vraiment se mettre à nu. Si on veut faire savoir, il faut se mettre à nu. Avoir peur de se mettre à nu, c'est quelque part refuser de divulguer. Moi, je suis conscient que je me suis mis à nu, pas totalement, parce que non, il y a toutes vos fresques de Munich ou de la région en Allemagne que vous n'avez pas exposées, vous l'avez bien dit. Oui. On ne peut pas tout dire, mais il arrive un moment où il faut dire et il faut se lancer. Et si on ne se met pas à nu, Enfin, je n'aime pas trop l'expression se mettre à nu. Se déshabiller. Non, on raconte, on se raconte. On se dévoile. C'est-à-dire, on parle de périodes, d'épisodes de sa vie, parce que personne ne se raconte totalement, c'est pas vrai. Bien en sûr. plus, mais d'épisodes de sa vie qu'on a envie de mettre en lumière. Et à ce moment-là, on est un petit peu dans quelque chose de plus intime, je, moi, j'ai, etc. Mais les épisodes qu'on choisit sont ceux-là qu'on pense les plus percutants, et parce que ils transmettent quelque chose sur ce qu'on a été, ce qu'on a fait ou comment on s'est comporté, notamment chez Yvon, dans beaucoup de situations. Yvon, c'est Yvon catastrophe. En même temps, il a une faculté de rebondir, etc. Tous les deux, vous avez eu des difficultés à l'école,
on revient. Je reviens. Je veux présenter Monsieur le maire. Bonsoir. J'ai déjà présenté, dit qu'on allait parler donc de l'ouvrage qui est paru sur Aristide Mauger, hein, et donc Monsieur Gilbert Couturier va parler de ce projet qu'il a eu de mettre à l'honneur, enfin de commémorer les 50 ans de Monsieur Aristide Mauger, enfin de sa mort et de l'œuvre qu'il a accomplie pendant la période où il a été maire de la ville du Gros-Mont. Alors, n'allez pas nous mettre dans des histoires politiques. C'était un homme politique, mais lui aussi, il a fait beaucoup de choses. Il a écrit, il a été un homme comme tous les autres, hein, et c'est à ce titre-là que nous allons parler de lui. Voilà. OK. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invité pour parler de cet ouvrage, je pense, inédit. Mais avant de parler de l'ouvrage, je vous remercie la présentatrice, donc Madame Simalda, mais aussi aux deux auteurs qui sont là. Et je vois au fait le plaisir que vous prenez pour parler, pour raconter des faits de notre société et que souvent, parfois, on a tendance à laisser l'autre parler à notre place. Et qui est le mieux placé à pouvoir en parler, si ce n'est nous qui, avec nos vécus. Donc je vais vous en féliciter. Merci. Mais aussi présenter mes excuses pour mon retard. Même étant dans le pays, même étant circulé, bon, parfois on fait des confusions dans sa tête. Je suis descendu cette route-là que j'appelle, qui est la route religieuse, et puis je confondais avec la route qu'on appelle la route de Redoute. Route de la folie. Ah, très bien. Anciennement, c'est là que se trouvait Zouk TV. Oui, mais on a annoncé que vous arriveriez un petit peu. Donc, le Martinique est perdu chez lui. Voilà. Non, c'est pas grave. Mais alors voilà, donc, chers téléspectateurs, nous allons poser quelques questions à Monsieur le maire tout à l'heure. Pour le moment, donc, il est question de vous parler des. D'abord, j'ai eu l'idée, au lieu de faire parler Monsieur Boutrin et puis Yvon et puis Monsieur, je me suis dit qu'on va faire quelque chose de plus circulaire. L'intérêt, c'est d'abord que sur des thématiques, hein, parce que j'ai trouvé beaucoup de transversalité sur des thématiques, et bien que chacun s'exprime, mais aussi, surtout, que vous entriez dans ces ouvrages par vous-même. Parce que, voilà, on a des ressentis. Est-ce que vous avez ces expériences-là? Est-ce que vous comprenez bien parfois l'impudeur, effectivement, qu'il y a à parler de cacatoire, comme Yvon le fait? Et j'ai été très étonnée parce que j'ai trouvé aussi dans l'ouvrage de vous, hein, monsieur Harry Boutrin, j'ai trouvé aussi des épisodes de cacatoire, et je me suis dit, ça a dû être un sacré problème pour nous, pour notre société, de gérer nos déchets, les déchets que nous évacuons. Et c'est chez Yvon, c'est partout. Il y a eu, franchement, il a appelé ça cacatoire parce qu'il a beaucoup d'imagination, et il avait sa manière d'expliquer. Alors j'ai été prise de fou rire parce que Yvon a une manière de personnifier. Je retrouve aussi quelque part, parfois, cette manière que vous avez de personnifier la matière ou des choses, des faits qui n'ont rien d'humain, mais j'allais presque dire de les anthropomorphiser, hein, comme si vous en faisiez des êtres humains qui pensaient et qui... Donc, j'ai été prise de fou rire à la lecture du livre de Yvon, plus que pour Harry, mais pour Harry, il y a d'autres aspects que j'aimerais aborder, mais c'était ça. Ça a été un vrai souci pour nous à la Martinique, hein, entre la vie rurale où il n'y avait pas vraiment d'installation pour les déchets, et puis voilà, un trou un petit peu aménagé à la va-vite, et la peur des enfants. Parce qu'il a une manière de dire que ça grouillait tellement que... Ils avaient très peur d'y aller. Enfin bref, vous voulez dire, c'était vraiment un souci, hein? Pour moi, à l'époque, c'était pas du tout un souci. C'était dans les normes. C'est comme ça que ça se faisait. S'il n'y avait pas d'autre solution que ce trou.
Bien sûr. Oui, mais vous ne l'avez pas accepté. Vous préfériez la rivière ou je ne sais où. Oui, de temps en temps, on s'accordait quelques petits écarts, soit le champ de banane, soit le champ de canne, soit la rivière. Et Harry, c'était au camping. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Et Donc, pour moi, on ne se posait pas de questions à savoir est-ce qu'il y avait d'autres possibilités. C'était ça et rien d'autre. D'accord. C'est un peu comme se laver, c'était la rivière ou la bassine. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Ou bien on avait faim, on ne se posait pas de questions. On prenait ce qui nous tombait sur la main. On dévassait les champs de canne. On mangeait et puis les arbres à fruits. Les conséquences, c'était pas notre souci. D'accord. Mais on était heureux. Oui, mais j'ai beaucoup aimé. Il disait là où il passait et où il dévastait les champs de canne, ça laissait une sorte de petite d'espace clairsemé et vraiment dévasté. Et on voyait qu'ils avaient pris leur pied là à manger les cannes du monsieur, etc. C'est très intéressant. Et donc vous racontiez ça par rapport au camping où effectivement, voilà, Absolument. vous n'avez pas de. Donc, alors, pendant les années 80, j'étais adepte durant les années 80. Oui. Et vous alliez en vacances sur le camping. Et l'expérience scatologique à laquelle vous faites référence, effectivement, fait suite à... on a été imprudent de manger des produits avariés sans le savoir. Un poulet acheté sur le bord de la route. Absolument, et avec des conséquences extrêmement embêtantes. Et donc, il a fallu qu'on trouve une solution. Mais c'est une façon aussi de montrer que c'est aussi ça, les vacances, quand on est adolescent. Cette insouciance, il y a parfois des galères comme ça qui arrivent, et puis on est obligé de se débrouiller. On est obligé de faire avec. Et on était, je crois, même solidaires dans cette galère. Voilà, donc on s'entraidait. Et moi, j'en parlais pas parce que on a, voilà, une attention particulière à ces aspects-là, mais la façon dont Yvon en a parlé, là, il a parlé dans plusieurs épisodes, et je me suis rappelé aussi que vous en parliez, puisque j'ai lu d'abord votre livre, et je me disais, je suis sûre que c'était un problème, parce que ça a eu des conséquences dans la vie des enfants de la campagne. La bilharziose venait du fait que les rivières étaient polluées, en tout cas par ce fait-là. Donc, on laisse ça de côté. Hein. Je voyais simplement des liens. Parce que vous avez, je crois, une vingtaine d'années de moins qu'Yvon. Et j'ai été frappée par le fait qu'il y a beaucoup d'épisodes on pourrait dire que comme si il n'y avait pas beaucoup de changements dans la vie martiniquaise à votre âge et à celle d'Yvon. Si je peux me permettre, je décris aussi des épisodes que je n'ai pas vécu et qui concerne ma mère, et donc qui a à peu près l'âge d'Yvon, un peu plus âgé, et ma grand-mère. Oui. Donc je décris aussi notre époque. Oui, de mémoire. Vous décrivez de mémoire, mais on retrouve des similitudes. Alors, il y a la question de l'école, qui est une obsession dans notre société. On le sent. Hein. C'est un lieu, incontournable, une étape. Et puis en même temps, vous deux, vous avez eu l'air de ne pas avoir vraiment donné d'importance à cette école-là. Ou peut-être que vous, avec votre maman institutrice, vous avez pu davantage. Mais il y a quelque chose qui a joué donc dans l'attention que vous accordiez à travailler. Et puis vous avez rencontré un prof, etc., des gens qui vous ont aidé. Mais à l'école, vous n'étiez pas un crack, vous le disiez, c'est ça. Et vous êtes parti, finalement, c'est en France que vous faites une licence pour devenir donc CPE, c'est bien ça, pour devenir CPE. Et Yvon, lui, il est passé à l'école sans savoir, à la limite, à quoi ça servait. C'était une corvée, il est allé, et puis un jour, il se rend compte qu'il veut travailler, mais il n'y a rien. Donc Yvon commence à travailler dans la banane, chez son père, qui est géreur d'habitation. Alors, je vais revenir sur les permis, parce que vous n'en avez pas eu,
Et puis, Yvon, il en a eu un, mais il a un rapport extrêmement... Bon, Yvon va nous parler de son papa, mais vous ne l'avez pas eu. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé après. Oui, oui, absolument. Vous l'avez retrouvé. Absolument. J'étais d'ailleurs chez lui ce matin même. D'accord. Et les relations se sont bien nouées? Absolument, D'accord. absolument. Je vais laisser peut-être Yvon répondre et puis je vous en Oui, dirai oui, deux on mots parce que c'est un reviendra aspect quand même important. Ah, c'est très important, la construction de nos garçons. Alors, Oui, parler de mon père, je pense que les gens qui vont lire ce que j'ai été amené à écrire sur mon père seront très étonnés. ah oui. Parce que mon père, c'est un personnage ambivalent. C'est quelqu'un qui a eu qui était respecté, qui a eu c'est un personnage que l'on respectait, que l'on écoutait. Et puis à côté de cela, il y avait ce que nous, enfants, avons vécu avec Dans le privé. ma mère. Oui. Je pense que j'ai été dur dans mes écrits avec mon père, mais je n'ai aucun regret parce que j'ai vécu des choses assez désagréables. Ma mère, mes frères, mes sœurs. Donc je ne regrette pas de l'avoir écrit. Je pense que j'aurai vraisemblablement des personnes qui vont me demander pourquoi j'ai écrit en ce sens. Je leur dirai que c'est la vérité, c'est ce Oui. que moi j'ai vécu. Oui. Il m'est difficile de ne pas de le Ne dire pas en autrement, témoigner. de ne pas en témoigner. Oui. Alors, je demanderai éventuellement aux gens qui ne comprendraient pas ce que j'ai écrit de ne pas m'en tenir rigueur parce que c'est la réalité, c'est mon vécu. Mais je ne comprends pas pourquoi il vous tiendrait rigueur. Vous parlez d'un être ambivalent, mais c'est la société qui nous fait quoi? Qu'on est tout d'une pièce. Il y a des gens, effectivement, quand vous leur dites « un tel est très vilain avec moi », ils vous disent « ah bon, c'est vous qui avez un problème ». Alors que d'une personne à l'autre, la relation n'est pas forcément la même. On ne donne pas la même chose à chacun. Et au contraire, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette forme de... Chaque fois que vous parlez de lui, d'ailleurs, c'est le pater. Il est loin. Par contre, quand tu parles de sa maman, il faut qu'on en revienne. Maman, c'est tellement doux, affectif. On sent, ils vont déborder d'amour pour sa maman. Et puis le pater. Et puis parfois, cette manière qu'il a de se contenir, on sent qu'il pourrait marcher sur lui, le défier et lui dire son fait parce que il n'était pas le mari idéal pour la maman non plus. C'est pas celui qui a fait, qui l'a soutenue, la malheureuse, elle a trimé. Et lui, il avait des maîtresses, il la rationnait quand vous avez commencé à travailler. Eh bien, il a vu qu'il y avait une autre source de rentrée d'argent, il l'a rationné, et vous n'avez pas supporté. Yvon, vous avez décidé sur un coup de tête de partir, de sortir de cette situation d'exploitation. C'est assez... Non, moi je trouve que c'est bien qu'on comprenne et c'est parce que vous témoignez de ça qu'on peut être moins... On est toujours dans quelque chose d'assez général, d'assez global, pas assez, on va dire, qui révèle véritablement la complexité de l'être humain. Et c'est toujours cela que je nous ai reproché dans cette société-là. On est tout bon, tout mauvais. Enfin, et en fait, cette complexité, ça ne veut pas dire que vous la décrivez ou que vous la posez là comme une partie de vos récits, mais on en déduit que voilà, ces personnes sont effectivement complexes. Parce que vous, Harry, vous n'avez pas vécu avec votre père. Très peu, effectivement. J'ai eu la chance quand même d'avoir dans ma vie, d'avoir rencontré des femmes absolument extraordinaires, de grand courage. Ma grand-mère qui a connu la misère, vraiment. Oui. Est-ce qu'on peut d'abord parler des hommes? Parce que j'aimerais, après, qu'on parle des relations mère-fils. Absolument. Ou grand-mère. Absolument. Alors, effectivement, mon père, j'en parle très peu. J'ai écrit vraiment... Il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Non. Mais pour être clair par rapport à cela, à un moment... alors, j'ai pensé changer de nom quand j'avais 20 ans. Oui, vous l'avez dit. J'ai voulu changer de nom parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable.
je ne porte pas le nom de la femme qui me donne tout, celle qui m'éduque, celle qui fait tout. Je porte le nom d'un homme que je connais un peu, à peine. Et je trouvais cela un peu injuste. J'avais envie. Après, on m'a dit que c'était pas possible, que je devais garder le nom de mon père, etc. Et ma mère m'a appris que ce sont nos actes qui parlent de nous et de notre nom. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on fait dans la vie. Et puis, quelques années plus tard, finalement, avec la maturité, j'ai renoué le contact avec mon père. J'avais besoin de cette démarche de pardon. Il ne s'est pas occupé de moi, mais c'est mon père, quoi qu'il advienne. Et j'avais besoin de le lui dire et que je ne lui tenais aucunement rigueur. Et je voulais pas que mes enfants le découvrent à travers sa mort, par exemple, comme ça arrive parfois. Qu'il voit papy, qu'il discute avec lui, etc. Et il y a environ presque une quinzaine d'années, j'ai fait cette démarche-là. Et très sincèrement, je ne le regrette pas. C'est particulier. Dire ne serait-ce que le mot papa, c'est particulier. Je ressens quelque chose de particulier. Mais je l'aime. Et je le lui ai encore dit ce matin. Parce que malheureusement aussi, il est malade en ce moment. Mais cette démarche de pardon que j'ai initiée, pour que mes enfants le connaissent, je trouve que c'était la bonne voie. Et je ne le regrette pas. Maintenant, dans mon livre, si j'en parle peu, j'ai surtout voulu mettre à l'honneur ces femmes courageuses, dignes, qui se sont battues pour donner à leurs enfants une vie plus honorable que la leur, en termes de misère, etc. Elles se sont sacrifiées. Donc c'est vraiment là que j'ai voulu mettre l'accent. Mais la démarche de pardon, elle m'a moi-même aussi fait beaucoup de bien. Oui, on a toutes les raisons du monde de garder rancune et de se faire juge. Mais ce que je trouve bien, de se faire juge de ses parents, de ce qu'ils ont été bons ou mauvais. Mais chez Yvon, il y a un rapport qui pourrait, s'il ne se contenait pas, qui aurait pu déboucher sur du conflit. Mais il se contient et il a cette force-là. Parce que son père est une personnalité en même temps. Quand il meurt en 2012, 2013, on mesure l'importance du personnage, il le dit. Il y a énormément de gens à son enterrement. Il dit même, il y a les béquets, puis la mauvaise manie de transformer les noms des gens en machin, là. Donc c'est à l'envers, j'ai essayé de décrypter. Et il y a donc le béquet, des grands béquets de Martinique à son enterrement et puis des personnalités. Donc il souligne ça. Mais quelque chose dans son privé, dans sa vie privée, en tout cas dans sa relation aussi avec sa mère, fait que il est profondément épris de justice. Et il reconnaît que peut-être son père est un grand personnage pour l'extérieur, mais chez eux, quelque chose a manqué qui fait que Yvon aurait vraiment aurait un rapport, ou aurait parlé de son père avec beaucoup plus de sensibilité. Parce que pour sa mère, avec sa mère, Yvon, dites-nous, maman, il parle de maman, tous les deux, vous êtes dans un rapport avec les femmes. Alors, vous, plus, il y a aussi la grand-mère qui vous transmet presque tout l'héritage que le père n'a pas transmis. Alors, Yvon ? Il m'est difficile de parler de ma mère sans en être ému, mais vous ne le serez pas longtemps, Yvon. Sans en être ému. Maman a été pour nous un monument. Ah oui, on le voit. J'avoue que avoir une mère comme j'ai eu, tout le monde en voudrait en avoir une telle mère. Ma mère a vécu sa vie sans jamais se préoccuper de son sort. Elle a subi. Sa seule motivation, c'était ses enfants. Elle en a eu 9 10. 10, oui. Il y avait seulement 2 filles et 8 garçons. 2 filles et 8 garçons. D'accord. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne disait pas un mot plus haut que l'autre. Elle ne cherchait pas à profiter des choses. Tout ce qu'elle avait, elle le consacrait à ses enfants. À ses enfants. Alors, je me permets, vous dites qu'elle ne s'achetait jamais de vêtements, elle vivait avec les vêtements des autres. Avec les vêtements des autres. Elle voilà. se chaussait avec les chaussures des autres. Voilà. Et cette image m'est restée collée à la vie.
à la peau. Ma mère, je ne sais pas trop comment en parler, parce que par quel bout commencer, parce que je n'en ai vu que du bien, je n'en ai vu que des sacrifices, j'en ai vu qu'une personne qui s'était donnée pour mission d'éduquer ses enfants sans se soucier. On le lui a rendu bien. Elle peut en être fière. Elle a ses enfants Ont bien gagné leur vie. ont bien gagné leur Oui. vie. Et puis ma mère, c'était notre père, c'était notre référence. On allait là où maman était, on restait là où maman restait, on faisait ce que maman nous disait de faire. Cette femme, je pense que quand je dis que notre réussite, c'était sa satisfaction, son tableau d'honneur, tout ce que je raconte d'elle, ça me sort des tripes, ça me sort du cœur. Que ce soit mes frères, que ce soit mes sœurs, nous avons cette mère en admiration. On la respectait, on était tout le temps là où elle était pour lui donner un coup de main, pour l'aider. On ne se posait pas de questions de savoir si ce qu'elle nous donnait était bon ou mauvais. On prenait ce qu'elle nous donnait comme elle nous le donnait, en sachant pertinemment qu'elle s'était donné du mal pour nous l'avoir. Et maman restera toujours pour moi. Un monument. Oui, vous avez noté que je dis jamais papa. Dans le livre, je n'ai jamais prononcé le mot papa. J'ai toujours dit le pater. Par contre, maman, c'était avec un M majuscule. Comme j'ai dit, il m'est difficile de parler de ma mère sans en être ému. Elle est partie. 5 ans avant votre père? 5 ans avant notre père. Ce que je peux dire, c'est que quand mon père est parti, nous sommes 9 enfants vivants. Ça a eu pour effet sur nous de créer un bloc familial. Vous êtes rapprochés? On s'est rapprochés. Vous êtes restés très... On a formé une espèce de cellule vraiment solidaire. Solidaire. Ouais. Personne ne cherche à déroger à la règle qu'on s'est établie, c'est-à-dire respecter le nom, se respecter soi-même et faire en sorte que les choses aillent pour le mieux au sein de ce bloc familial. Et vous regrettez le départ prématuré d'un de vos frères, voilà, qui est mort d'un accident de voiture. Qui est mort d'un accident. Et petite anecdote, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, vous êtes monsieur Chemillon, j'ai connu un Chemillon. Je lui demande lequel. Il me dit Fred. Je dis, ah. Et j'écoutais ce bonhomme me parler de mon frère que j'ai très peu connu et avec lequel j'ai très peu vécu parce que j'ai quitté la maison très tôt. Et vous étiez l'aîné et vous êtes parti très tôt en France, donc les autres étaient tout petits quand vous êtes partis. Et du coup, vous les avez retrouvés quand ils étaient déjà des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Et je me souviens que mon frère Fred était à l'école des douanes de La Rochelle. J'ai eu l'occasion avant sa mort d'aller lui rendre visite. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et je découvrais ce frère. C'est ça. Je le découvrais... Adulte, c'était pas un étranger pour moi, c'est ça. Mais en même temps, je ne savais rien de lui. Il n'y avait pas de familiarité. Je ne savais rien de lui, et quelque temps après, il est parti, et ça nous a énormément fait de peine. D'un accident, ok. Voilà, donc dans le livre, c'est maman, et puis... il y a une douceur chaque fois qu'il parle d'elle, c'est extraordinaire. Même si on l'a pas connu, on l'a pas vécu, on sait c'était ce qu'on appelle mère courage, mais c'est un puits d'abnégation. Enfin, c'est extraordinaire. Et chez vous,
Harry, moi je voyais votre mère est partie aussi d'une situation très difficile. Et petit à petit, il y avait cette volonté chez sa mère à elle de faire qu'elle réussisse, parce que la réussite était l'objectif principal des mamans. Et donc, elle va se donner beaucoup de mal pour que cette fille-là, Annie, qui est votre mère, se mette à travailler, qu'elle travaille, qu'elle puisse effectivement devenir. Donc il y a un épisode qui est assez particulier de cette voisine qui a retenu lorsqu'elle a passé le concours et le résultat qui n'arrivait pas. Cette voisine qui avait intercepté la lettre et qui n'a pas donné à sa mère. Donc à la mère, voilà, et votre mère qui est dans l'expectative, inquiète et persuadée que voilà, c'était fini. Et puis elle reçoit, donc elle a été reçue au brevet. Et avec ce brevet, ce diplôme, elle peut devenir enseignante. Et donc elle se lance dans une vie nouvelle qui marque effectivement une promotion dans la lignée. C'est la première qui va devenir enseignante. Absolument, ce qui était pour certains un scandale. Parce Ouais, qu'une négresse de la campagne qui est institutrice, c'est pas sa place. C'est ça. Sa C'était place, réservé c'était aux blancs plutôt- et aux mulâtres. Exactement. Absolument. Et donc il a fallu aussi qu'elle affronte ses préjugés et ça a été compliqué. Mais pour revenir sur ma grand-mère a toujours cru en l'école. Elle n'a pas eu la chance de faire des études parce que ça a été très compliqué pour elle. Elle a dû quitter le domicile familial pour se soustraire à la sévérité extrême de sa mère. Eh oui. C'est une femme très débrouillarde, donc elle a réussi, mais elle a toujours cru en l'école. Et ma mère, effectivement, elle s'est sacrifiée pour que ma mère ait les meilleures chances de réussite possible. Et ma mère, parfois, à un moment, je raconte, ma mère a toujours aimé les livres, elle était tout le temps en train de lire. Donc elle allait sur les arbres, elle était assez agile, elle mangeait un fruit dans une main, un livre dans l'autre, qu'elle relisait tout le temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup. Et les gens trouvaient ça scandaleux dans le quartier. Mais c'est vous qui racontiez que, je crois que c'est sa grand-mère qui trouvait des livres dans des endroits pas possibles et qui lui en ramenait à la maison. Dès qu'elle en trouvait, Dès qu'elle en trouvait, elle ramenait à la maison. elle lisait, elle le relisait plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Plusieurs fois. Donc voilà. Et puis à force de travail, d'abnégation, elle a réussi et elle s'est rendue compte en réussissant que finalement, il y avait encore une autre épreuve, celle de sa couleur de peau, parce qu'il faut le dire aussi. Ben oui. Il y a une stratification sociale, béquet, mulâtre, nègre, négresse, et elle en a énormément souffert. Mais ce qu'elle a toujours dit, c'est que grâce à ce métier, elle a eu une forme d'indépendance. Et elle a pu élever ses enfants toute seule. Oui, elle l'a fait toute seule, elle n'a rien demandé. Et comme la mère d'Yvon, elle avait un mari pourtant à la maison, mais jamais elle ne s'est plaint ou elle ne lui a fait de reproches. Et ce qu'il avait, qui pouvait servir à la famille, il le donnait aux maîtresses, etc. Ça, c'était un schéma aussi assez classique. Ça, ce que vous donc racontez sans vous concerter, ça révèle en fait ce qu'on appelle des régularités dans notre société. Il y avait dans les familles, lorsque le père était présent, il était partout, quoi. Il courait la picorée ou bien en bancoulélé, et c'était important d'être un monsieur important qui a des maîtresses et qui peut les nourrir. Donc du coup, on va priver un peu la famille, surtout quand on a autant d'enfants, des apports précieux qu'on donne finalement à d'autres. Alors ce sont des arrangements avec lesquels beaucoup de femmes, ou que beaucoup de femmes ont accepté. Je dis des arrangements avec beaucoup de guillemets, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Donc il y en a qui faisaient toute la journée des réflexions, des reproches, et puis on dirait que la mère d'Yvon avait compris, elle faisait tout ce qu'elle pouvait toute seule, sans rien demander. Et voilà, donc pour ça, elle était extrêmement dépouillée, démunie. Voilà, donc des visages de femmes, qu'on dirait mère courage, mais qui sont intéressantes aussi, sont des femmes intéressantes à analyser en tant que n'ayant qu'un souci, c'est celui de sortir les enfants de la misère, et en même temps n'ayant pas de temps, de place, de marge pour réfléchir au système. Qu'est-ce que le système fait de nous, fait de nos enfants? Et ça, on a très peu de ces préoccupations-là dans nos écrits.
Donc, quand vous dites tous les deux à la fin, oui, la société évolue, elle se perd, etc., on sent que vous regardez ça un petit peu avec vos yeux de personnes qui ont pris un peu de recul, mais on sent que, comme on est construit comme ça, on ne voit pas comment on va améliorer le système scolaire, la société, les rapports entre les gens. Parce que les hiérarchies dont vous parlez, qui sont raciales, ce qui fait que nos groupes sont très racisés, ça n'a pas disparu. Au contraire, il y a un avocat qui me disait il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que nous sommes revenus à une situation qui était tout aussi cruciale que tout au début, c'est-à-dire un racisme vraiment primaire entre nos groupes, entre nos gens, et comment est-ce qu'on forme une société de cohésion. Alors, moi, j'étais étonnée que Yvon parle très peu de ce racisme-là, parce que il a vécu une grande partie de sa vie en France, en Allemagne, où ça vient quand même très vite, et voilà, dans des rapports où, bon, Yvon raconte 2 petites anecdotes quand on l'a pris pour un vigile, alors qu'il était le chef de toute une équipe il y avait une 60aine de personnes. 65 agents. 65 agents, il était le chef de 65 agents, et on le prend pour un vigile. Et puis il y a un autre exemple aussi, bon bref, qui montre que d'ailleurs Yvon raconte lui-même, conclut lui-même que ça montre que pour les gens noir, ou bien ça ne peut pas être occuper des fonctions comme ça aussi nobles. Voilà. Donc ça, c'est une autre chose que j'ai trouvée dans vos récits qui permettent de faire des croisements, c'est les relations de voisinage. Alors chez Harry, c'est beaucoup plus développé que chez Yvon. Mais alors, les questions de voisinage, mon Dieu, quelle part importante ça occupe dans nos problématiques, dans nos vécus quotidiens. Hein? Harry, vous voulez dire? Oui, le voisin, le souvenir que j'en ai quand j'étais enfant, et ce que ma mère en a raconté. Elles sont violentes, hein? Oui, mais le voisin, c'est un personnage assez particulier. Il fait quasiment partie de la famille. Parce que parfois c'est un confident, d'autres fois il y a des petits cancans, après ils se réconcilient très vite. Ou des gros cancans. Et hein. parfois oui, des très gros cancans, effectivement. Et la preuve, hein, pour revenir à cette histoire de ma mère qui avait réussi, le facteur qui avait remis le télégramme à la voisine, il n'a pas maintenant ça paraîtrait vraiment inconcevable. Mais c'était à la voisine qu'il a donné ça pour donner à madame. Parce qu'il ne voulait pas aller jusque-là. Parce qu'il ne voulait pas aller jusque-là pour faire son tournée, il voulait gagner du temps. Et puis donc, et la voisine qui avait une dent contre ma grand-mère, voilà, eh ben, elle a mis ça là, et puis elle ne lui a pas donné, et puis jusqu'à ce que ça tombe. C'est incidemment que, voilà. De façon providentielle, c'est tombé. C'est comme ça que ma grand-mère a su que ma mère avait réussi. Donc, effectivement, ces relations de voisinage, le voisin, c'est aussi le quartier. C'est les gens qui racontaient des blagues, les conteurs d'autrefois. C'est beaucoup de choses. Hein, Non, on est d'accord, parce qu'il y a énormément de solidarité. On le voit aussi dans les veillées mortuaires. Et puis l'entraide, hein, monsieur le maire, l'entraide, les coups de main. On a vraiment... Mais alors, quand ça pète, c'est explosif, c'est-à-dire c'est d'une violence inouïe. Vous parliez d'une violente altercation verbale, rivalisant de cris, de gestes menaçants, à la limite de l'affrontement physique avec votre grand-mère, par cette voisine justement. Parce que l'accusation était grave. Elle l'accusait d'avoir volé ses légumes. Et il n'y a pas pire accusation pour quelqu'un d'honnête, même pauvre, peu importe, modeste. Absolument. Mais être voleur, c'est une chose qui est inconcevable. Oui. Et ma grand-mère avait beau être très modeste, et même dans la misère, elle était honnête. Et donc ça, elle ne supportait pas. C'est la raison pour laquelle elle s'est vraiment mise dans une colère noire. Absolument. Vraiment, sa dignité, effectivement. Dans une colère noire, on voit bien que la langue française ne nous aime pas. Vous voyez, même nous, on reprend dans une colère. Dans une grande colère. Grosse colère, voilà. Donc, elle avait ça. Effectivement, vous dites à la page 59, pour revenir un petit peu à la question de la race, là, la misérable petite négresse était donc devenue une institutrice. Absolument. Mais c'est violent, ça.
C'est violent. C'est ça. Mais dans l'esprit des gens, c'était ça. C'est-à-dire, il y avait une place, un peu comme aussi ce que Yvan raconte, il y avait une place qui revenait, j'allais presque dire de doigt, à ceux dont on estimait qu'ils n'étaient pas faits pour le pouvoir. En créole, je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais ce qu'on lui a dit et qu'elle m'a répété maintes fois, je vais le dire en créole, antinégrescon, c'est en bâchant quand nous t'épouiller. Ou t'épouiller, voilà, c'est ça. Antinégrescon, c'est pas l'école où t'es bouffé. Non, mais on l'entend, je veux dire, c'est pas fini, puisque moi je travaille beaucoup sur les questions d'esthétique, etc. Et dans les choix qui sont faits de personnel qui risquerait d'être au contact ou être en contact avec le public, les filles noires, elles sont systématiquement reléguées au fond du magasin ou bien pas interdites de servir dans les restaurants. Et c'est 21e siècle, je veux dire. Donc, ce que je trouve intéressant avec les récits, il faut que les langues se délient, en fait. C'est ça qui est important. Les gens ont caché, et même il y a des gens encore qui vivent un racisme atroce et qui se taisent parce que c'est comme tous les processus qui font que les victimes se sentent coupables de ce qui leur arrive. Les gens ne parlent pas, ne disent pas, ne témoignent pas. Et j'espère que vos récits, il y en a de plus en plus, mais que vos récits vont donner envie vraiment de témoigner d'abord la typologie des relations qu'on a entre nous, soi-disant qu'on est un peuple, qu'on est ci, qu'on est ça. En réalité, on fonctionne comme des ennemis, puisque chaque catégorie de physique, je reprends l'exemple parce que j'ai été très très choquée quand j'ai commencé à travailler sur le cheveu crépus, qui a donné naissance quand même à beaucoup de choses qui font du bien à notre communauté. On m'a dit, tu peux pas parler de ça, tu peux pas comprendre, t'as pas les cheveux. Donc, à quel moment faisons-nous peuple et nous occupons-nous les uns des autres, quel que soit le type que nous avons. Donc, on vous dit, toi, tu as ce type-là, reste dans ton clan, et parce que tu es favorisé, ou etc. Et toi, tu es définitivement destiné à être personnel de service ou vigile ou je ne sais quoi. Donc, cette mentalité-là, les gens ne se rendent pas compte, cette mentalité-là, elle structure un peu les schémas relationnels que nous entretenons entre nous et qui sont ceux-là qui sont à l'origine de, si vous voulez, de cette société qui n'évolue pas. On a l'impression qu'elle est un peu définitivement figée sur elle-même. Et c'est nous qui entretenons ce caractère-là parce que chacun va réclamer finalement une place et qui refuse de reconnaître que l'autre pourrait être un tout. L'autre, c'est nous, à nous. Excusez-moi, ce qui est, je trouve effrayant, c'est que ce que je raconte là, ça fait quand même de nombreuses années. Oui. Quand vous dites que c'est une problématique qui existe encore aujourd'hui, absolument, très effectivement, alors moi qui ai quitté le pays il y a près de 30 ans, effectivement, ça m'effraie de l'entendre, je vous le dis très sincèrement. Alors, une petite anecdote, parce que là-bas aussi, on peut rencontrer le racisme. Mon épouse et moi, nous cherchions un logement. Nous avons eu notre premier enfant et on avait absolument besoin d'un logement. Nous nous sommes rendus dans une agence de location et on nous a dit, mot pour mot, le propriétaire ne loue pas à des noirs. Il ne veut pas de noirs dans sa maison. Mm-hmm. Alors, on est parti, on s'apprêtait à quitter l'agence. Il nous a dit, attendez, restez là. Vous êtes antillais, vous êtes d'où? De Martinique? Vous le racontez à la fin? Oui, je raconte à la fin. Il va peut-être faire une exception pour vous. Voilà. Effectivement, nous, on n'a pas pris son exception, on est parti. Pourquoi je raconte ça? Parce que, pour faire rebond à ce que vous disiez, en fait, sur le coup, on n'a pas spécialement été choqués. Sur le coup, on s'est dit, peut-être qu'il a loué à des Noirs et puis il ne payait pas leur loyer. Ou peut-être qu'il a loué à des Noirs et puis qu'ils ont saccagé son logement. Voilà, peut-être. Donc, on cherchait des raisons pour valider finalement cet acte raciste qu'on a reçu en pleine face. On cherchait des raisons. Et c'est bien après, quand on est réfléchi, on s'est dit non, c'est pas normal, on ne peut pas dire ça aux gens. C'est ça. Mais sur le coup, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en nous-mêmes, on se dévalorise, c'est qu'en nous-mêmes, on trouve des raisons pour justifier l'injustifiable, pour accepter l'inacceptable. Fort heureusement, après, on a fait du chemin. Non, mais c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de nos mères. Quelles que soient les qualités qu'elles ont, il faut que nous interrogions l'éducation de nos mamans.
Il faut. Elles nous apprennent l'obéissance, la soumission, l'acceptation de situations inacceptables. Mais parce qu'elles sont aussi, elles sont, comment on va dire ça, dans des préoccupations qui ne sont que qui ne relèvent que de la survie, des stratégies de survie. Et tant notre peuple, notre groupe restera dans la précarité dans laquelle il vit, eh bien, nous serons avec des mamans qui vont nous dire, fais comme ça, au janouet, fais-moi bouchou, au janouet, pas fayouri Mathieu. Et elles sont dans ça, ou bien parmi les vieux. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est étonnant que parmi les Antillais quand même qui vivent en France, on est presque étonné de voir revenir chez nous un couple d'Antillais, parce qu'aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, tous les Antillais qui partent reviennent avec une compagne étrangère. Et il faut le dire, enfin, je veux dire, on m'a dit qu'on est franco-français, enfin, je sais pas. Maintenant, c'est quelque chose qui participe beaucoup de la dilapidation de notre culture, parce que les mères étrangères sont celles qui transmettent la culture, elles ne connaissent rien, et les enfants sont souvent très éloignés des parents. Alors vous dites à la fin, oui, mon enfant, etc., quel que soit le taux de mélanine qu'il aura. Et je me suis dit, pourquoi il ne garderait pas son taux de mélanine entier ? Non, ça veut dire qu'en gros, ça n'a pas d'importance. Le taux de mélanine ne devrait pas avoir d'importance. Ce qu'il faut, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils deviennent ce qu'on appelle parfois les citoyens du monde. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas leur couleur de peau, à la texture de leurs cheveux, qu'ils soient capables d'aller n'importe où, de s'intégrer. À partir du moment où ils respectent les règles, qu'ils soient capables de s'intégrer. Mais cela suppose, et c'est cela qui est au cœur de mon livre, de développer ce qu'on appelle couramment l'estime de soi. Vous en parlez beaucoup. L'estime de soi. Et je crois que rien n'est possible si on n'a pas un minimum d'estime de soi. Oui, et puis si on l'a pas planté dès l'enfance. Dès l'enfance. Et c'est là qu'il faut travailler dès le départ. Oui, parce que c'est les récits de vie qui vont donner de la matière pour aider à comprendre en quoi on commet un certain nombre d'impairs dans la façon de construire l'enfant. Pour son bien, il faut d'abord se préoccuper de sa nourriture, etc., le vêtir. Mais il y a énormément de choses que notre société, telle qu'elle se développe là, ne nous permet pas encore d'envisager ni de changer. Absolument. Donc nous transmettons du racisme, mais vraiment virulent et primaire. Et quand vous vous attaquez à ça, moi j'ai été très souvent attaquée parce que j'ai dit que dans la rue, quand je vois les sans domicile fixe, je vois des peaux noires et des cheveux crépus. Or, on me bassine au quotidien avec le fait que oui, on est une société métisse, tout le monde est métisse. Je dis, alors où sont les métisses dans la rue ? Pourquoi ce sont des peaux noires, cheveux crépus qu'on y voit ? Ça veut dire que notre société produit les méthodes, les discours, les manières d'être qui expulsent de son sein nos populations noires. Et ça, c'est une société éminemment raciste. Et, chers téléspectateurs, je ne veux pas vous choquer, mais je vous dis que c'est l'un des combats que je mène. Il faut que notre société accepte de comprendre que son fonctionnement est répréhensible, qu'elle est raciste dans sa manière de se comporter avec certaines de ses couches, et que nous devrions nous sentir révoltés face à ces injustices, parce que quand on vient me dire « ouais, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de couleur, etc. », je suis désolée. Parlez donc aux couches de nos populations qui sont les plus concernées par la couleur, et vous verrez la somme d'anecdotes qu'on vous raconte dans une journée de ce qui arrive à nos populations les plus foncées de peau. Voilà, donc c'est un combat à mener. Et nos mères, souvent, elles favorisent leurs enfants les plus clairs. On aime une descendance éclaircie. On aime, soi-disant, le métissage, la disparition de la mélanine, alors que les Blancs se battent pour avoir cette mélanine qui sera justement les conditions de leur survie. Voilà. Donc, quelques-unes de nos aberrations. Donc, Yvon ? Oui, permettez-moi de revenir sur... On parlait du voisinage. Du voisinage et sur ce que vient de dire Harry. Oui. J'ai vécu à peu près la même chose, toujours dans le cadre de l'accession à la propriété. Mon épouse et moi-même, nous nous sommes rendus dans une agence avec dans l'idée faire une acquisition. Et quand nous sommes arrivés sous les lieux,
on a posé la question à savoir combien ça coûte, quelles sont les modalités, comment on pourrait y accéder. Et on a reçu pour réponse, ce n'est pas pour vous. Alors, on n'a pas cherché à comprendre ce que ça voulait dire sur le coup. Et nous sommes partis et puis la réflexion est venue après. Ce n'est pas pour vous, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Est-ce qu'on doit prendre la couleur de peau? Est-ce qu'on doit prendre les revenus? Est-ce qu'on doit prendre les origines? Il y a tout un tas d'éléments qui ressort de la réflexion et qui m'a amené à me poser la question du racisme. Je relate cette affaire parce que après coup, ça m'a fait mal, parce que j'avais le sentiment d'être dans une société où tout est, où il n'y a pas où on est censé ne pas faire de différence, et c'est pas du tout le cas. Je souhaite aussi revenir sur la notion de voisinage. J'ai deux visions du voisinage. Le voisinage de la campagne, le voisin de la campagne et le voisin de la ville. Je serais tenté de dire qu'en campagne, le voisin, il est éloigné de la maison. Mais vous l'avez bien montré. Oui, hein. il est éloigné, donc on a des personnes que l'on fréquente et on ignore qu'on a un voisin. Il est là, on joue avec les enfants. Il y a une délimitation qu'il ne faut pas dépasser. Ce voisin, c'est souvent un parent, frère du père ou de la mère, et on ignore ce voisin. On ne sait pas que c'est son voisin. En ville, la notion de voisinage est différente. Parce que l'habitat aussi est différent. L'habitat est différent. Le voisinage est cloisonné. Il y a des murs, il y a une clôture. On est enfermé dans un espace délimité qui fait que on limite par la même occasion nos possibilités de jeu, nos possibilités d'expression, Et de parler parole, fort, parler doucement. Tout est étouffé. un peu. On a le sentiment qu'on est épié, on a le sentiment que c'est là qu'on craint le candidaton. On a peur de parler chez soi parce que le voisin va entendre ce qu'on va dire. Et cet aspect du voisinage, elle est assez frustrante, elle est assez décevante parce que on la vit difficilement. Et pour ce qui me concerne, moi, mes frères et mes sœurs, quand nous avons quitté la campagne pour aller vers la ville, on a eu ce besoin de s'évader, de sortir de ce cadre-là. Et je ne comprenais pas que mon espace de liberté puisse limiter à des murs. Il nous fallait... Oui, parce que vous avez grandi à la campagne, Voilà. mais les enfants qui ont vécu en ville. Mais c'est pour ça que la façon que vous avez tous les deux de raconter les changements qui vont survenir dans vos vies, parce que vous parlez de la petite case de la grand-mère, et puis après, vous allez dans un habitat, je pense que c'est à Dillon, à Cité Dillon, et là, vous vivez d'abord dans un espace aménagé, un peu différemment, avec ce qu'on va appeler du confort. Et quand lui, il sort de sa campagne pour aller plus en ville, ce qu'on appelle en ville, alors il décrit, mais vraiment, tout qui passe, la salle de bain, le cacatoire devient un vrai WC, la salle de bain, la cuisine, le matelas, l'éclairage, etc. Tout ça est revisité, et c'est comme si, effectivement, les préoccupations qui nous apparaissent aujourd'hui, basiques, primaires, prenaient une telle importance que les gens n'avaient pas le temps de s'occuper d'autre chose. Donc on voit cette situation de confort chez vous. Le changement que cela va introduire dans vos vies, votre manière de composer désormais avec le nouvel entourage, mais aussi avec, je ne sais pas, vous parlez d'estime de soi, vous étiez monté en grade, en quelque sorte, c'est ça. L'habitat qui est mieux aménagé, etc., même si les voisins sont trop près, que ça vous oblige à parler tout doucement, à vous tasser, etc., eh bien,
il y a quelque chose qui signale une sorte de, oui, de progrès, d'évolution, d'acquisition de bien-être, etc. Alors, je vais interroger Monsieur le maire parce que, vous voyez, quand on est comme ça, le temps passe tellement vite que c'est un faux ami. Et je ne veux pas. De toute façon, chers amis, si jamais j'ai pas le temps de revenir vraiment sur ces livres-là, ben, lisez-les, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien leur histoire, enfin la vie des campagnes, la façon rapide et incontrôlée à laquelle la modernité s'est installée, a parfois ravagé certains cerveaux. Ben, ça a marqué notre société. Et vous voyez, pour un sociologue, oui, enfin, je parle de moi, ce que je fais de ce genre de récit, parce que je vous ai peut-être dit que je m'intéresse à notre culture, parce que je suis chercheur sur des thématiques qui nous concernent vraiment de manière très privative. Qui sommes-nous ? Et c'est dans ces petits détails-là, on va dire, on est des descendants tout frais, où on vient de connaître des promotions sociales, donc on est des nouveaux riches, on a une mentalité de nouveaux riches, c'est vrai, on aime encore montrer on aime peut-être exhiber les nouvelles acquisitions, les grosses voitures et tout ça. Et pourquoi pas ? Les autres le font bien. Donc c'est à nous de gérer cette transition pour aller après un peu descendre en nous-mêmes, nous introspecter, ne pas rester dans la surface des choses ou à la surface des choses, essayer de nous approfondir et puis développer une véritable estime de soi. Si vous me permettez très rapidement là-dessus, par rapport à l'estime de soi, j'ai l'impression que dans un domaine, on a fait des progrès. En Martinique, c'est par rapport au créole. Lorsque j'étais adolescent, on parlait en créole entre copains, mais on nous interdisait de parler créole. Parce que quelqu'un qui parle créole, c'est la langue des nègres, c'est la langue des nègres, on nous disait. Et si tu parles créole, ça veut dire que tu ne vas pas maîtriser le français. C'est complètement faux. Hein. Je connais des amis... Ah non, le bilinguisme, c'est la meilleure chose. Absolument, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Et, mais c'est l'ignorance qui nous fait dire ça. Absolument, mais là, je vois, il y a des dictées en créole, jus créole, saveur créole. Le mot créole est valorisé partout. Et moi, je le dis sincèrement, ça constitue, de mon point de vue, un progrès. Par rapport à l'appropriation de soi, l'estime de soi. Par contre, le mot créole, il me pose un problème. La langue, on l'a appelé créole, mais le mot créole, j'ai vu qu'il était beaucoup dans votre livre et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ça quand je vais critiquer Harry? Mais je comprends ce que vous dites, mais beaucoup de Martiniquais croient que créole, ça veut dire afrodescendant. C'est faux. Ouais. C'est faux. Mais notre culture existe bien et elle est très fortement africaine au lieu d'être créole, qui désignait donc les blancs créoles. En tout cas, elle a investi plein de pans de la société. Non, mais il y a un département de l'université qui travaille sur la langue. D'accord. J'ai d'ailleurs, moi-même, quand j'étais à l'université, on m'a demandé de présenter la langue créole sommairement, puisque j'ai une licence en sciences du langage, et le but, c'était de montrer en quoi ça a une spécificité, en quoi c'est différent du français. Oui. Et donc, à travers des phrases simples, j'ai été amené à expliquer, et je me suis rendu compte que quand on parle créole, on parle vraiment une autre langue. On parle une autre langue. Clairement. Et monsieur Jean-Luc Divial a écrit un livre qui s'appelle Wuchikam, où il montre toutes les ressemblances qu'il y a entre la langue égyptienne, les hiéroglyphes, et la langue que nous parlons, que nous n'appelons plus créole, mais la langue Ka ou le Wuchikam. C'est le mot égyptien qui traduit ça. Donc, lisez, voyez un peu ses travaux, mais on avance dans la connaissance de la langue. Et effectivement, le mot créole qui est assez... qui est voilà un peu qui est interrogé actuellement très fortement, ne traduit pas justement ce contenu. Il faut restituer cette langue-là. C'est une langue africaine, comme nous le dira Jean-Luc Divial, mais à base lexicale française. C'est pas la même chose, mais bon, c'est pas l'occasion d'en parler, mais on pourra toujours. Je veux inviter Jean-Luc qui va en parler pendant un temps, j'espère assez long, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Une dernière chose, ça ne se voit pas, mais derrière mon titre, il y a un petit coup de colère.
Quand je dis les saveurs d'un congé Oui, bonifié, j'ai compris. il y a un coup de colère. Parce que ça veut dire quoi? C'est une façon de dire. Et d'ailleurs, la photo ne montre pas une plage. C'est pas ça le congé Non, non, bonifié. votre enfant, c'est vous avec C'est-à-dire, votre c'est petit d'abord frère. l'immersion dans ses souvenirs. Je vais me ressourcer. C'est ça Oui, que ça veut oui. dire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés là-bas par Absolument. rapport au congé bonifié. Déjà, comme si c'est réservé qu'aux ultramarins, alors que c'est faux. Hein, et puis que Mais ça coûte. on ne dit jamais, effectivement, il faut que vous le disiez là, que les Français bénéficient tout autant. Je le dis en introduction du livre. Je dis dans notre société. Ah oui, absolument. Mais bien sûr que vous le dites, vous soulignez. Dans l'épilogue, il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas passer tout le temps. Mais dans l'épilogue, c'est pour ça que j'ai conseillé aux téléspectateurs de le lire. Dans l'épilogue, vous faites, il y a beaucoup de réflexions qui sont intéressantes et qu'il faut que nous continuions. Mais à l'origine, les congés bonifiés n'étaient pas faits pour nous. Pour nous, c'est pour les Absolument. Français. C'était fait pour les Français. Oui. Alors, je veux maintenant, si on a le temps, on y reviendra, mais il faut que Monsieur le maire nous dise, alors, comment est né le projet d'hommage à Monsieur... alors, c'est vrai, chers téléspectateurs, j'ai écrit le livre, mais à partir d'un projet qu'avait la mairie du Gros Monde, et c'est Monsieur le maire Gilbert Couturier qui a entrepris donc de célébrer la mémoire, les 50 ans de Monsieur Aristide Mauger. Alors, dites-nous un petit peu. Je sais que vous êtes très heureux que ce livre-là existe, que cet hommage que vous vouliez rendre, et vous avez fait il y a 2 ans beaucoup de manifestations autour de ces 50 ans. Alors, on les dit autres que c'est bien chaque plaisir. D'accord. Que là, vous autres, vous dites tellement belle bagaille que m'oblige aussi de parler à tous les téléspectateurs Zouk TV pour dire au plaisir de partager mon épisode et puis en même temps répondre à la question mettre cérémonie qui c'est Mans Smeralda et qui permet nous effectivement de vendre bouillon en ouvrage et qui nous crier Rito en homme en vision en projet. Voilà, hein, c'est écrit, donc Rito, un homme, une vision, un projet. Vous voyez, en vert, au-dessus de la tête du maire. Alors, petit, nous t'avons fait commémoration à Aristide Mauger. Mais plusieurs fois, en chaque matiniché, qui a fait un lot belle bagaille, et encore plus en élu, qui pas contenté quand il travaille à son territoire, donc territoire Goumon. Rappelez que Goumon, c'est 2e commune en superficie matinique. Eh bien, il fait des projets, bas Goumon, mais aussi bas Martinique, notamment dans le domaine de l'économie. Rappelez aussi que Rito, mieux connu pour Aristide Mauger, eh bien, c'est un professeur lettres et philosophie, mais également des gens qui connaissent lui puisqu'il a été épousé Mireille Césaire, qui c'était c'est Aimé Césaire, en un mot, beau-frère Aimé Césaire. Voilà. Donc là, nous prenons, en 2014, nous arrivons à la tête de la commune. Moi, expliqué à des élus qui m'ont eu mission, ça a bien de travailler sur les missions régaliennes, quand on parle de ranger chemin, de mettre lumière, de ranger les écoles, les instituts, des bâtiments pour les écoles élémentaires, donc écoles qui beaucoup en collège, mettez des bâtiments qui sont à disposition qui répondent aux normes pour les enseignants et pour le timamaï. Mais aussi, si nous pas dit tout ça nous fait comme projet, si tout ça nous fait comme projet, nous pas dit pour qui nous fait, ils pas savent qui ça. Mais tout ça nous qui fait qui servi à d'autres monde qui sorti l'autre bord. Et l'autre bord, on pas parler de ces Martiniquais ou Guadeloupéens ou les frères caraïbéens, on va parler de d'autres monde sorti l'autre bord. Et à tout ça, à dans la campagne politique, on te dit l'éducation, mais l'identité doit être des priorités. Et une fois que nous commençons à cabicher, nous avons découvert que la population a de plus en plus mené de l'idée. Et dans les idées, nous avons dit, mais au fait, il existe un dispensaire qui laisse mais qui fait dans qui état d'esprit
Il a existé de la route qui a sorti dans différents coins, puisque Manditaléa, puis grand deuxième commune en superficie Martinique, c'est Gaumont, qui m'a fait des sorties tel côté pour y entrer en boucle. Et nous regardons à chaque projet, il tenait en mai et il a créé Aristide Moji. Alors, des gens qui ont trouvé ça bizarre, comment il tenait en vision. Il tenait en C'est vision. ça. Alors, des gens qui ont dit qu'ils ont élu mais pourquoi essayer de savoir qui ça l'autre maire a fait pour lui mettre l'autre maire en vallée. Oui, parce que trop souvent, nous avons l'habitude de quoi que c'est nous qui inventons Matoua qui c'est roche là. C'est nous qui inventons Mania et Timoun qui a maté. Pas vrai. Donc, à sous ça, il était important que pour nous. Et puis, dans le cadre des visites des rondes que fait dans des familles, mis en famille qui a crié moi. Et famille là, jeunes gens qui a crié moi, c'est Nivé Aristide Moji. Et puis, il a mis un vont en tête moi, alors que moi, j'ai parlé ça, et puis d'autres monde dont ils n'ont pas le si, il a mis en tête moi, le 19 janvier 2017, ça qui fait 50 ans qu'Aristide Moji mort. Et il a dit moi ça nous en 2016. Vous autres comprendre bien que nous déjà travaillé, nous oui l'idée, m'en fait vite dit à Elia qui tenait en charge, dit tu travailles la culture, le patrimoine, ainsi que l'éducation, donc moi Gino Lucienne qui s'en met matché, donc moi qui fait l'école, il faut que travaille vitement les projets là. Et puis ensuite continue. Entre-temps il démissionné pour des raisons qu'a regardé. M'ont vite choisi un autre élu qui a crié Ménil Jacqueline et pour dire désormais mes missions à la Uni, faut que travailler sur un projet à l'entour de Aristide Moji. Et là il a commencé à faire recherche. Il a cassé dans yo pas ni Dje matché en l'air Aristide Moji. Donc d'où ça, il y a un copil qui mettait en place un comité pilotage et puis m'a cherché des mamans Haïti dans l'office du tourisme. Je t'ai depuis dans c'est quoi qui avant l'office du tourisme, j'ai créé ça les syndicat d'initiative. Oui. Eh bien, monsieur Max Lodelo qui partait à Solisme, qui pas nous cabécher ensemble mais il partait monsieur Hugues Nancy, monsieur Daniel Sauvage puisque c'est mon tâté dans l'office du tourisme. Et comment dit ça? Yo dit c'est pour l'histoire. C'est pour jeunesse. La mémoire. C'est pour la mémoire. Bien oui. Yo abo, mais pas mener à rien qui politicien. Et moi, observé ça jeudi. Et pendant nous continuons à faire recherche, et puis Chantal Serbin, mais nous pas qu'attraper. Nous solliciter des mamans PPM, des mamans Parti communiste, tout le monde pour essayer, puisque moi les dis autres que M. Aristide Moji, c'est beau-frère Aimé Césaire, bien c'est Aimé Césaire fait la lettre au Parti communiste français à ministre Corrèze pour dire que ça a démissionné. Et bien il trouve quoi et puis beau-frère, et il mène une réflexion et c'est là que Aristide Moji a l'idée en nous crier un parti qui authentiquement Martiniquais et qui a créé parti progressiste Martiniquais. Donc il mené combat et puis en 59 il est élu maire Gaumont et en 58 il est élu conseiller général. À partir de toutes ces bagailles-là, il fait recherche, nous pas qu'attraper, eh bien, nous sommes obligés de chercher des spécialistes. Et peut-être pour ça que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a un pays là, nous ne pouvons pas comprendre que chaque monde a un niveau lié qui joue en société. Qui spécialiste nous sommes? Ben, Masmiralda, sociologue, qui a fait recherche, eh bien, puis M. Max Lodolo qui dit, on nous appelé Jules Smiralda, tout le monde en dit banco, et Masmiralda, un de nous, travailler sur les recherches pour nous faire mémorial 50e ça qui fait le 19 janvier. Et puis à dans recherche nous faisons l'autre grand Mredi Bois-Caïman, donc en grande réunion, et les populations savent que Missier en 1960 t'es qu'à mettre en place pour une délibération au conseil municipal pour te dire qu'il faut créer 5 zones économiques Martinique. En 1960. Donc on va le voir dans le livre. Enfin, là, on ne voit pas, mais on vous a mis une photo de ces 5 zones, parce que c'est un projet extraordinaire. Et Max Lodolo a ramené des libérations, copie des libérations, et là, nous, ça nous dit, on nous passe.
Et Esmeralda, qui nous demandé un coup de main, et puis formation pour nous une recherche, pour trouver des documents, il trappait un lot de documents. Et là, nous prenons un document pour te boucler la némogé, faire un genre de petit fascicule, les petites sécurités. À d'un conseil technicien, il dit nous, regardez, tout ça, là, c'est pour ça que la population, les fait bénéficier par attraper. Et c'est là que vous menez l'idée de faire livre. en nous faisant un documentaire, en nous faisant un ouvrage. Et c'est l'équité, ni ça en charge, et que là, il fait nous l'idée proposition, nous dit oui, et depuis fin 2017-2018, nous sommes pour trapper, il y a une difficulté qui arrive, quand bien même interprétation mon plus bas, document arrivé, il a été pour arriver. Demain matin, il y a une grande conférence de presse qui a été faite à 10h à la MDA pour parler d'Aristide Mogé, pour parler des livres d'Aristide Mogé. Esmeralda, permettez-moi de dire, peut-être nous sommes frères là, parce que Mano Césaire, qui est maintenu au téléphone, te dit nous que c'est fille Clara qui est venue. Jeudi, il écrit moi, il dit moi, il trompe quoi, il comprend que c'était jeudi soir qu'il a voyagé, mais c'est pas jeudi soir, c'est vendredi soir qu'il a voyagé. Donc vendredi matin, il est à une conférence de presse là pour présenter, nous montrer le livre là. Et puis il a essayé de faire manière pour aussi qu'a fait frère Aristide Mogé, il a crié Henri Mogé, qui l'a nous balancé mémorial là. Il était en larmes parce qu'il était dit mes frères ils font chaï bagaille matinique, il a parlé de Voltaire, il a parlé de toute qualité monde, il a prendre nous ça à l'école, mais il a pas prendre nous ça qui fait le pays nous. Et c'est pour ça que tout de suite il était content de nous faire le mémorial là, donc il vient là, mais il vient sur le plateau, l'homme il parlait, et là ça veut que maladie gâté vaillant, là il dit que ni maladie par Alzheimer là, mais à 96 ans, il a essayé aussi de permettre de venir et que nous avons offert livre frère là pour dire non nous pas oublier frère là. Donc pour dire qui ça qui mène nous à cabécher à l'entour en tel projet, c'est parce que nous avons serré l'histoire pays nous. Il faut en bas de l'eau, en bas canal. Dans tout sens que pour notre bacchanal et vous permettre et puis technicité et puis capacité d'aller chercher de mettre à disposition d'abord l'Amérique Gomon population Gomon mais comme nous pas égoïstes et nous fiers peuple Martinique. C'est ça. Alors, chers amis, voilà, je vois la lumière verte qui nous signale que c'est déjà fini. Mais vous voyez comment nos gens sont intéressants, comment ils ont des choses à nous dire et comment nous devrions, eh bien, au lieu de privilégier un tas de choses superficielles, privilégier ces moments-là où nous partageons, où nous nous parlons de nous-mêmes. J'ai été très heureuse de recevoir mes 3 invités, mais moi, je ne peux que vous conseiller de lire pour avoir une relation plus directe à leur récit et en tirer des leçons, même puisqu'on parle d'une histoire qu'on nous a toujours cachée, mais comme le dit beaucoup Harry, une histoire qui a fait que nous n'avons pas beaucoup d'estime de nous-mêmes, puisque dans le livre, vous le dites à rien, que voilà, vous vous rendez compte que vous acceptez souvent l'inacceptable, et ça dénote que la confiance en soi est assez basse. Donc, on travaille à ça et avec des récits comme ça, des exemples de gens qui se sont construits. Par exemple, Yvon n'a pas eu le temps de nous dire, mais il est atteint d'une maladie et il se bat comme un lion. Et il est parti de zéro au champ de bananes et il a terminé chef d'un grand service en France. C'est dans une administration parce qu'il est passé par l'armée. Et donc, et vous êtes avec aussi votre volonté de réussir. Vous avez passé une licence en sciences du langage et vous êtes CPE. Donc voilà, les gens se battent. Maintenant, il faut s'intéresser au contenu de ce que nous ingurgitons parce que c'est là l'un des lieux de passage de l'aliénation. Ça a l'air très bizarre parce qu'on n'a pas autre chose, pas d'alternative pour le moment, mais il faudrait créer des alternatives pour que nous ayons des espaces où
éduquer notre peuple, lui montrer son potentiel. Et le livre que M. Couturier vient de présenter, eh bien, c'est un homme extraordinaire. Au-delà du fait qu'il a été maire de la commune, il a conçu un projet économique extraordinaire et on se demande pourquoi il a disparu, ce projet-là, pourquoi on n'a jamais essayé de le mettre de l'appliquer et pourquoi on fait semblant aujourd'hui de chercher des solutions, notamment dans le domaine agricole. Vous comprenez que tout est là et M. Couturier et son équipe ont, comme il le dit, déterré tout ce potentiel qui pourrait être réactivé si nous avions les volontés qu'il faut, y compris les volontés politiques. Voilà. Je voulais chacun dire quelque chose à vos téléspectateurs. Et je vous conseille vraiment, très instamment, de lire. Je voulais parler de votre expérience, le même amour que j'ai senti chez Yvon pour sa mère, je l'ai senti chez vous pour votre sœur handicapée. Et vous avez, je crois que j'ai compté 3 ou 4 pages où vous ne parlez que de votre sœur handicapée et cette volonté que vous aviez, que votre mère avait aussi, de lui apprendre à lire, tous les efforts qui retombaient parce que, voilà, il ne se fixait pas, les savoirs ne se fixaient pas, mais on a cet amour-là. Dites quelque chose, vous regardez vos téléspectateurs, parce qu'il faut qu'on conclue. En ce qui me concerne, déjà remercier chaleureusement Madame Smeralda, parce que c'est grâce à elle, grâce à cette émission, effectivement, qu'on peut partager sa réflexion avec une communauté plus large que le cercle familial et les amis. Et je crois que ce qu'on raconte, je pense que c'est universel. Et on parle d'expériences que beaucoup de gens ont vécues. Et voilà, donc j'espère que vous aurez envie de prolonger le plaisir en découvrant nos ouvrages. Voilà, merci. Je ne saurais pas dire, ou plutôt je ne sais pas dire comment dire merci à Juliette, si je peux me permettre. C'est la première fois qu'on me donne l'occasion de m'exprimer à travers la télévision. J'en suis particulièrement content. Je voudrais que les gens aillent vers ce livre. Malheureusement, on ne peut pas l'avoir en dépôt-vente sur la Martinique. On est obligé de le commander en ligne. Mais c'est un livre que je veux qu'il serve de témoignage pour nos petits-enfants, voire nos enfants. Et puis, c'est un livre où tout le monde se retrouve. Ce livre a déclenché en moi un besoin d'écrire, une nécessité d'aller plus loin. Oui, et Yvon est en train de travailler à d'autres choses, mais Yvon a un humour tellement caustique. Des fois, j'ai vraiment éclaté. Alors qu'il nous parle de choses dramatiques, il a une manière de... Mais comme je vous dis, je l'ai trouvé aussi un peu chez Harry, c'est cette manière d'anthropomorphiser les choses comme si elles deviennent humaines. Les animaux, par exemple, il parlait d'un âne, je crois, qui avait l'air de lui dire voilà, tu me dois ça, fais ça là. Et puis, quand il a fallu aussi manger la viande de l'âne pendant 1 année, mon Dieu, quel état. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui nous donnent du plaisir parce que ce sont les nôtres qui nous parlent de nous-mêmes, hein, parce qu'on est là, on en est à ça. Et toi, pardon, monsieur Gilbert, on va conclure parce que ça a déjà clignoté. Oui, alors, Ridi, tout le monde qui a regardé nous, merci encore à Zouk TV, merci à vous, Juliette, Smeralda, merci à Comité Pilotage là, et que demain, si Dieu veut, conférence de presse pour nous présenter le livre là, et Dieu que ça soit un documentaire, pour moi, c'est un outil de travail qui est là pour jeunesse nous, pour le monde qui fait l'été, pour tout le monde. Oui. Et je dis que au fait, la mairie prend en charge aussi de créer régie pour vendre livrer les-mêmes, ne pas avoir les gens maillés banon, que ça fait de nous-mêmes. Oui, alors c'est le 25, le 25 juillet que cette conférence aura lieu. Voilà, chers amis, c'est déjà fini. J'espère que vous avez aimé ce que nous ont raconté nos invités.
et puis que vous aurez surtout envie d'aller à ces livres-là directement. Il y a des téléphones, vous les vendez aussi, vos livres vous-même? Non? Oui, il y a un téléphone. Dans l'immédiat, il y a que je fais venir le livre et je les vends. Voilà. Alors, quel téléphone? 06 96 41 06 41 41 98 98 13 31 13 31 13. 31 13. C'est Monsieur Chémire Yvon. Et chez vous, Harry, on les vend hier, je me suis rendu à la librairie antillaise et effectivement, on peut l'acheter. À la librairie antillaise, on peut l'acheter. Ils en auront même quelques-uns en rayon. Ils ont passé une commande chez l'Harmattan. Sinon, sur la Fnac, ça fonctionne très bien. D'accord. En ligne. En ligne. En ligne, ça fonctionne très bien. D'accord. Voilà. Et puis, pour en savoir plus, en mettant mon nom dans Google, j'ai créé un petit blog que j'alimente assez régulièrement. Oui, on a aussi un entretien que vous avez eu avec un syndicat. Absolument. Voilà. Et en faisant le lien avec l'éducation par rapport à mon métier. Tout à fait. Donc, on rappelle que monsieur est CPE, et puis que vous, Yvon, vous êtes à la retraite après avoir fait une carrière d'abord militaire et ensuite dans l'administration civile. Monsieur le maire, alors qu'est-ce que vous dites à vos téléspectateurs? Il faut qu'on conclue. Donc j'ai déjà expliqué. Ah non, moi je voulais vous dire plutôt, pour le livre là, donc sur Monsieur Aristide Mauger, c'est une régie créée par la mairie du Gros Monde qui le distribue, ce livre-là, d'accord? Donc Monsieur le maire, quel numéro de téléphone? Donc 67 51 c'est le numéro de téléphone, mais par contre, Masmeralda, il peut crier aussi pour attraper des choses, parce que vous travaillez puis nous. 67 51, ça c'est un portable? Non, un fixe. Un fixe. 67 51, voilà. Alors, si vous voulez me toucher, vous faites remonter à la régie, à Zouk TV. Et voilà, on vous répondra de toute façon. N'hésitez pas, écrivez, parlez, voilà, diffusez autour de vous et soyez aimés, enfin amoureux de vous-même. Enfin, amoureux, c'est un grand mot, mais enfin, allons-nous aimer? Allons-nous aimer un peu plus et considérer qu'on forme un groupe, pas des cheveux, des couleurs, des textures, de ci, de ça. Un peuple qui a une belle histoire et que j'essaye, moi, d'étudier et d'écrire dans nos livres pour qu'on ait de la matière. À bientôt.